Bonjour, bonjour tout le monde, rebonjour pour celles et ceux qui étaient là ce matin, puisque je suis déjà intervenue sur l'atelier savoir-être. Et donc là, avec ma collègue Adèle, on voulait partager avec vous sur la thématique savoir-faire des outils que nous avons mis en place. Alors, je reviens rapidement peut-être sur Rempart. Donc, je ne vais pas m'étendre, puisque beaucoup d'entre vous, je pense, étaient là ce matin. Mais si on passe là, voilà, merci. Euh, Rempart en quelques mots, donc c'est un réseau national d'associations locales et régionales de sauvegarde du patrimoine, d'animation aussi, et d'éducation populaire, notamment au travers des chantiers de bénévoles et de volontariat. Donc, on a toute une dimension internationale dans une trentaine de pays. On existe depuis plus de 55 ans maintenant et on mobilise 10 000 citoyens et citoyennes et notamment 4 000 bénévoles sur nos chantiers. On a toute une dimension aussi auprès de scolaires et puis, comme je parlais d'animation du patrimoine, là, ça implique aussi des personnes qui viennent visiter nos sites, assister à des spectacles, des représentations et ça représente à peu près 150 000 personnes chaque année. Euh, donc, pour peut-être cibler sur la thématique qui nous concerne, c'est-à-dire les savoir-faire, nous, à Rempart, quand on dit patrimoine, on dit métier. On dit métier, et ces métiers, ces savoir-faire, on les découvre notamment sur les chantiers de bénévoles, mais aussi à l'occasion d'ateliers, découvertes, de journées ou de chantiers sur mesure pour des groupes qui auraient envie de découvrir un ou plusieurs savoir-faire. Donc, il y a plein de façons de découvrir ces métiers chez nous et de les pratiquer concrètement. Et en fait, ces dernières années, pardon, ces dernières années, on s'est aperçu qu'il y avait un manque, une méconnaissance, on va dire, de ces métiers et un besoin du côté notamment des professionnels de l'insertion, un besoin de mieux connaître ces métiers, de pouvoir mieux en parler aux jeunes qu'ils accompagnent. Et les jeunes eux-mêmes qui méconnaissent ces métiers parce que souvent ils ont été dévalorisés. Le métier manuel, bien souvent, était la voie de garage, alors même que, en fait, ce sont des métiers extrêmement gratifiants, valorisants, enrichissants, évidemment, des métiers d'avenir aussi, puisqu'il y a un réel besoin de main-d'œuvre dans ces métiers. Il y a besoin de former les jeunes générations, de recréer des formations dans ces métiers et puis de transmettre ces savoirs, ces savoir-faire. Je pense notamment quand il y a eu l'incident, enfin le drame patrimonial de Notre-Dame, par exemple, où en fait, quand il y a eu besoin de faire appel à des professionnels pour sa restauration, pour au moins déjà commencer à les consulter pour le projet de restauration, eh ben, on s'est aperçu qu'il y avait un réel manque de charpentiers, charpentières, tailleurs de pierre, etc. Et là, ça a un peu voilà, provoqué une sorte de réveil autour de ça, de ces métiers, de ce besoin de recommuniquer là-dessus et de redéployer des formations. Donc, nos chantiers, c'est l'occasion d'aller tester, d'aller les pratiquer, mais consulter aussi des outils. Ça peut être déjà une première approche. Donc, nous, ces outils qu'on a créés, que Adèle va vous présenter, ils sont en ligne, en accès libre et gratuit sur notre site Internet. Vous avez le lien à gauche de cette slide. Et donc, c'est un panel d'outils voilà, qui vont permettre de mieux connaître et de découvrir de façon à la fois informative et ludique ces métiers au-delà de la pratique concrète. Ce que je veux dire peut-être pour compléter avant de laisser la parole à Adèle, c'est qu'il faut vraiment se dire que ce sont des métiers qui correspondent à un très grand panel de très nombreux profils de jeunes. Euh, la forge, la mosaïque, le vitrail, la charpente, l'ébénisterie, ça fait appel à des savoir-faire, à des qualités, on va dire plutôt, très différents, qui peuvent demander de la force, de la minutie, de la créativité, de la rigueur. Et puis, ça peut aussi faire appel à des connaissances, des savoirs en chimie, en géométrie, en histoire. Et donc, clairement, il y a énormément de profils de jeunes qui peuvent être concernés par ces métiers. Donc, il ne faut pas hésiter voilà, à en parler et à se renseigner. C'est accessible quel que soit le niveau d'études. Il y a tout type de formation aussi en lien avec les métiers du patrimoine, du CAP, BEP, au diplôme de l'enseignement supérieur. Voilà, je pense que j'ai un peu pu introduire globalement
l'enjeu autour des savoir-faire et de nos outils. Je vais laisser la parole à Adèle qui va vous les présenter. Merci Marine. Donc bonjour, moi je suis Adèle, chargée de communication à l'Union Rempart. Effectivement, comme vous a dit Marine, ces outils, en fait, ils ont été créés en partant du constat que les conseillers jeunesse avaient peu d'éléments pour parler métier du patrimoine. Donc, ces outils, ils ont été conçus avec les membres de la commission pédagogie à Rempart et les volontaires qui travaillent, qu'on accueille en fait dans nos associations. Et du coup, l'idée, c'était de présenter en fait de manière progressive la découverte des métiers. Donc, tout d'abord avec des outils qui permettent de s'amuser pour découvrir ces métiers de façon ludique, avec notamment un quiz un peu comme sur le principe des petits questionnaires que vous avez dans les magazines pour voilà, découvrir un peu votre profil sur une thématique. Donc là, c'est le quiz quel artisan du patrimoine suis-je ou quelle artisane du patrimoine suis-je, où on a 10 questions qui donne 4 possibilités de réponse. Et à la fin de ces 10 questions, on arrive à un résultat qui nous donne une tendance par rapport à des métiers dont les profils, qui allierait plusieurs qualités, on va dire, ou plusieurs types de profils. Donc, par exemple, le créatif et la minutie, la force et l'artistique, par exemple, ou encore des profils curieux, plus curieux ou communicants. Donc, ce qui permet déjà de s'orienter un peu sur des métiers qui correspondraient au profil, puisque comme l'a dit Marine, finalement, c'est des métiers où, quel que soit notre profil et notre niveau d'études aussi, eh ben, on peut trouver notre bonheur. Ensuite, on continue avec un jeu de cartes, en fait, où il y a 40 cartes qui sont réparties en 4 thématiques et qui reprennent le principe de jeu de société populaire qu'on connaît tous. Avec, ben là, vous voyez, là, il y a 4 cartes affichées à l'écran où, en fait, la thématique devine, c'est un peu sur le principe du Trivial Poursuite. On pose une question. La thématique imite, bah, c'est le principe du mime, en fait. Dessine, ce serait plus le Pictionary, mais on corse un peu le challenge, puisque bah, parfois, il y a des métiers qui sont faciles à faire deviner rien qu'en les dessinant. Donc, du coup, on demande à fermer les yeux ou de dessiner de la main gauche si on est droitier, etc. Et puis, la quatrième thématique, c'est l'esquive. Donc, c'est comme le tabou, en fait, faire deviner un métier sans dire 3 mots interdits. Donc, voilà, on amène progressivement à cette découverte. Et puis, on peut terminer avec des petites devinettes. Donc, c'est des vidéos qui sont en ligne sur notre chaîne YouTube et où en 1 minute, avec 3 indices, eh ben, on tente de découvrir un métier du patrimoine. Donc ça, c'était ces 3 outils plutôt ludiques. Après, on amène à une découverte un petit peu plus en profondeur en proposant des fiches métiers. On verra un petit peu plus tard, je vais vous en parler un petit peu plus en détail dans quelques minutes. Mais en tout cas, c'est des fiches métiers qui permettent de découvrir l'histoire, le quotidien d'un métier et les formations qui permettent d'y arriver. Et on a voulu, pour ces fiches métiers, pouvoir les incarner à travers le témoignage de professionnels du réseau qui parlent justement de leur quotidien. Donc, c'est des petites vidéos de 5 minutes aussi voilà, pour pouvoir voir c'est quoi être un tailleur de pierre aujourd'hui ou bien une charpentière, travailler la médiation culturelle, par exemple. Donc, voilà, ça, ce sont des différents types d'outils. Et en tout cas, tous ces outils-là, que ce soit ludique ou informatif, ce sont des outils que vous pouvez utiliser vous, en tant que conseiller, lors d'ateliers collectifs, par exemple, ou d'entretiens individuels pour justement échanger avec les jeunes. Et puis même, vous pouvez essayer aussi entre collègues, comme ça, ça vous permet d'appréhender ces différents outils. Et une dernière partie, en fait, donc on parle de progression. Là aussi, on propose, une fois qu'on a vu, qu'on a identifié peut-être un ou plusieurs métiers qui nous plaisent, et ben quoi de mieux que de pouvoir s'initier un petit peu et voir et finalement confirmer un désir ou un déclic qu'on aurait eu à travers ces différents outils ou qu'on aurait déjà de par ailleurs. Et ben justement, c'est apprendre en faisant. Et donc, c'est pouvoir connaître les différents gestes techniques tout en restaurant le patrimoine finalement et donc en agissant tel que le ferait un artisan du patrimoine au quotidien. Donc, justement, on est encore dans cette découverte progressive avec de commencer par exemple par un atelier d'initiation ou bien une journée découverte sur une des associations locales, Rempart ou ailleurs évidemment. Vous pouvez aussi profiter des chantiers week-end qui sont proposés, où là, c'est plutôt sur un site à proximité de chez vous, où vous pouvez vous engager
un peu sur du long terme, par exemple à l'année, quelques week-ends par an, si vous êtes disponible, voilà, ça vous permet déjà de voir et puis de vous engager un peu concrètement, parce qu'il peut y avoir aussi une petite frustration quand on fait juste un petit atelier ou une journée découverte de ne pas avoir continué. Par exemple, sur les chantiers, c'est vrai que parfois les encadrants ou encadrantes techniques disent qu'il faut arrêter les bénévoles parce que bon, là, c'est la fin de journée, mais ils ont trop envie de continuer. Donc voilà, ça peut être un peu frustrant. Donc continuons avec un chantier de week-end ou alors carrément en participant à un chantier de bénévoles où là, alors, ce matin, Philippe a présenté les différentes formes de bénévolat, puis on a parlé plusieurs fois du chantier de bénévoles, mais pour ceux qui n'y étaient pas, rapidement, le chantier de bénévoles, c'est un séjour de 1 à 3 semaines pendant lesquelles, eh ben, justement, on apprend des savoir-faire qui sont transmis par des encadrants ou des encadrantes techniques et qui te permettent d'avoir les gestes de qualité, mais c'est aussi l'occasion de pouvoir échanger avec des professionnels du réseau, de pouvoir les questionner et puis de pouvoir voir et confirmer justement cette envie de voie professionnelle. Donc voilà, ça ce sont tous ces outils qui sont proposés, disponibles gratuitement sur notre site internet www.rempart.com dans la rubrique Se former. Et on voulait vous proposer avec Marine, justement, alors on n'aura pas le temps de tous les découvrir, mais déjà de vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Et on vous propose de jouer un petit peu avec nous. Du coup, si Loïs, tu veux bien passer au slide d'après. Voilà. Alors, on ne fait pas le quiz ensemble, hein. Vous aurez tout à loisir de le faire de votre côté. Mais déjà, dans le jeu savoir-faire d'hier, métier d'aujourd'hui, parce que c'est ainsi qu'on l'a nommé, parce que c'est vraiment ce qu'on pense des métiers du patrimoine, hein. Comme l'a dit Marine, ce sont des métiers où on s'est aperçu qu'il y avait un vrai besoin d'avoir des gens qui soient formés. De plus, les savoir-faire français, ils sont bien reconnus aussi à l'étranger. Donc, c'est aussi des perspectives d'avenir aussi bien en France qu'à l'étranger. Et puis, des réels métiers passion où c'est agréable. En tout cas, vous verrez, vous découvrirez tout ça dans les différents outils. Donc, une première carte, je pratique l'une des plus anciennes formes d'art connues. Qui suis-je? Alors, je vous invite à répondre dans le fil de discussion. Le temps que vous répondiez, j'en profite pour vous présenter les fiches de ce jeu qui sont présentées toujours de la même manière avec donc l'indication, voilà, ce qu'il y a à faire ou la question, et puis toujours la réponse qui est présente sur la carte et le renvoi vers l'une des fiches métiers dont je vous parlais tout à l'heure et que je vous détaillerai un petit peu plus ensuite. Voilà, ça vous permet à travers ce jeu, d'aller justement vers la partie informative. Alors, je ne sais pas s'il y a eu des réponses dans le fil de discussion. Alors, je vois Tailleur qu'il y de a eu pierre. tailleur de pierre. Eh bien, on n'est pas loin. On n'est pas loin. Et Ah, sculpteur, c'est beaucoup mieux. Exactement. Sculpteur sur pierre. Alors, je vous laisserai découvrir effectivement l'histoire du métier, mais effectivement, le sculpteur sur pierre, c'est celui, déjà pour distinguer par rapport au tailleur de pierre, on va dire que le sculpteur, c'est celui qui va tailler, qui va façonner la pierre que le tailleur aura mis comme un joli bloc carré. Voilà, donc il y a d'abord le tailleur de pierre qui va faire la forme, et puis après, qui va faire le bloc, pardon, et le sculpteur qui va sculpter tout ça. Donc voilà, je vous laisserai découvrir ça. Je vous propose un autre jeu. Cette fois-ci, on va passer une petite vidéo. Donc, c'est les petites vidéos Devine mon métier. Donc, je vous disais tout à l'heure que c'est en fait une vidéo devinette qui permet, avec 3 indices, de tenter de trouver un métier. Donc, c'est une vidéo qui dure moins d'1 minute. Donc là aussi, on va laisser passer les 3 indices. Loïs mettra sur pause avant que la réponse se soit dévoilée. Ça vous laissera le temps, du coup, de nous indiquer, à votre avis, quel est le métier qui se cache derrière ces 3 indices. Merci Loïs, suspense. On vous laisse un petit temps pour répondre dans le fil de discussion.
soyez pas timide, vous pouvez répondre. Non, personne n'ose se lancer. Bon, on va laisser tourner la suite de la vidéo du coup. Merci aux copains co-travaux d'avoir donné des réponses, je me sens moins seule. Et effectivement, c'était bien l'archéologue. Donc voilà, vous voyez le genre d'outils que vous pouvez avoir à disposition et avec lesquels vous pouvez vous amuser avec les jeunes que vous accompagnez. Et donc, je vous en ai parlé aussi au début. Il y a donc ces fiches métiers. Donc, en fait, on a défini une liste. Alors, évidemment, c'est pas du tout exhaustif. Il existe aussi d'autres métiers du patrimoine, mais en l'occurrence, nous, on a détaillé ceux que l'on pouvait aussi rencontrer sur nos chantiers. Donc, ça fait plus d'une vingtaine de métiers, parce qu'en fait, la dernière fiche, c'est plutôt les métiers méconnus ou qu'on avait envie aussi de valoriser. Donc voilà, ça fait plus d'une vingtaine de métiers à découvrir à travers des fiches qui sont en fait au format A4, recto verso, où en fait dans ces fiches, on retrouve l'histoire du métier. Donc on raconte comment ce métier est apparu. Ensuite, on parle du métier, en quoi il consiste concrètement, et puis quelles sont les différentes étapes de création d'un projet, donc justement du projet à l'exécution. Et puis aussi, on voit comment devenir charpentier ou charpentière en l'occurrence, puisque c'est ce qui est affiché, avec quelles sont les qualités attendues pour ce métier, et puis quelles sont les formations qui permettent d'y accéder, quel que soit le niveau d'études. Et on invite également à poursuivre la découverte en allant plus loin, en fait, en regardant d'autres fiches, par exemple, de métiers ou aussi des fiches matériaux qui vont bientôt d'ailleurs être diffusées aussi, puisque ces métiers-là travaillent des matériaux. Donc, on a voulu aussi parler de cette matière première, de ces outils, et puis d'aller plus loin en allant justement à la rencontre de professionnels à travers les chantiers, par exemple, ou même rencontrer quelqu'un dans son atelier, voilà, ou profiter en tout cas de toutes les opportunités qui sont offertes aux jeunes pour confirmer une vocation, la découverte d'un métier, ou voire même un déclic qui aurait été déjà présent depuis fort longtemps. Donc voilà, en ce qui concerne les différents outils qui sont à votre disposition. Surtout, n'hésitez pas si vous avez des questions là tout de suite. Marine et moi, nous sommes prêtes à vous répondre. Merci beaucoup Adèle et Marine pour ces outils et ces animations qui nous remettent dans le bain en ce début d'après-midi. Donc c'était très chouette. Merci à vous. Est-ce que donc au niveau du fil de discussion, je ne vois pas de questions. Si vous souhaitez poser une question directement à Marine et Adèle, vous pouvez prendre la parole directement. Ah, nouveau message. Est-ce que parmi les participants à vos chantiers, vous connaissez la part de jeunes bénévoles qui s'orientent vers les métiers patrimoine par rapport aux jeunes qui participent pour d'autres raisons? Est-ce que ça vous parle, Marine et Adèle, cette proportion? Je te laisse répondre, Marine, ou... On peut répondre à deux voix, hein, mais on n'a pas de chiffres clairement à donner sur cette proportion-là. On sait qu'il y en a chaque année, notamment dans le cadre du projet, alors que j'ai présenté ce matin l'action patrimoine et lien social en partenariat avec les structures d'insertion socio-pro, justement. Là, on a un meilleur suivi des jeunes qui participent et donc on a une visibilité là-dessus. Après, plus globalement, c'est un peu plus difficile. On n'a pas d'outils qui nous permettent de le suivre comme ça de façon globalisée, mais on a des échos que chaque année, il y a un pourcentage non négligeable de personnes pour lesquelles ça confirme ou crée un déclic. Adèle, je te laisse compléter. C'est effectivement, on n'a pas d'éléments chiffrés précis, mais c'est vrai qu'on a des retours de jolis parcours et de jolies expériences. Et par exemple, effectivement, si pour juste rebondir sur le programme Appel, donc Action patrimoniale et sociale dont parlait Marine, où il y a une playlist dédiée, puisqu'il y a eu les 10 ans de cette action, on a interviewé différents acteurs de ce programme et notamment des bénévoles, et vous verrez que je pense notamment à Nicolas, par exemple, qui a en fait fait un chantier, et lors de son chantier, qui était sur un château qui est animé à l'année par l'association qui l'accueillait, il a pu voir qu'il y avait des services civiques qui faisaient
de l'animation, de la médiation du site, qui accueillait les visiteurs pour faire des visites, parfois des visites thématiques, qui organisait aussi des événements culturels. Et du coup, ça lui a donné envie de s'orienter vers ce métier-là. Et donc, c'était il y a déjà 5-6 ans. Et à la rentrée septembre l'année dernière, ou en 2021 même, et ben, en fait, il a été diplômé. Il est aujourd'hui, il a son diplôme de guide conférencier. Voilà, donc ça, c'est un joli parcours, mais il y en a plein d'autres en fait dans le réseau. Et même sans cette action patrimoniale et sociale, c'est vrai qu'il y a des bénévoles, finalement de tout âge, qui se découvrent une passion pour un métier et qui, à la suite des chantiers d'été, commencent souvent une formation dès septembre. Donc, c'est chouette d'avoir pu accompagner ce déclic et cette nouvelle voie professionnelle. En effet, très chouette. Et il y a en effet plein d'histoires de ce type au sein de tout le réseau d'Éco-Travaux. Merci beaucoup Anaïs pour la question. On va passer, si vous me le permettez, à la prochaine présentation. Et Adèle et Marine, merci beaucoup encore pour cette belle présentation. On reviendra à des questions peut-être plus en fin de session, s'il vous plaît, parce que les présentations vont devoir s'accélérer un tout petit peu. Voilà, on a un petit timing à respecter. Donc, je vais laisser la main à Alessandra Marano, chargée de mission de Éco-Travaux Nouvelle-Aquitaine, et Anthony pour un témoignage justement de ses engagements volontaires qu'il a pu faire et avec lesquels il a pu développer et monter en compétence sur un certain nombre de savoir-faire. Je vous laisse la main. Merci Philippe. Bonjour à toutes et tous. Oui, en effet, on va être sur d'autres types de savoir-faire développés grâce au projet de volontariat. Je suis avec Anthony aujourd'hui. Il va témoigner de son parcours d'expérience. Donc, tout d'abord, une petite intro pour expliquer un peu le niveau régional, parce que je crois que depuis ce matin, je suis la première au niveau régional. Donc, je coordonne Éco-Travaux Nouvelle-Aquitaine, qui est un peu la déclinaison régionale du réseau Éco-Travaux sur les territoires néo-aquitains. En effet, il réunit les délégations régionales et associations membres des mouvements nationaux Concordia, Solidarité Jeunesse, Union Rempart, et aussi des associations locales. La plupart des structures sont implantées en milieu rural et portent des projets dont l'objectif partagé est justement la promotion de l'engagement bénévole et volontaire et au sens large des valeurs de solidarité, paix et inclusion. Donc, elle se retrouve tout autour de la pédagogie des chantiers bénévoles et des projets de volontariat et des échanges entre elles, les bonnes pratiques. Et il y a une synergie partenariale qui est assez vive en Nouvelle-Aquitaine. Et le parcours d'Anthony, justement, est témoin de cette synergie partenariale entre associations. En fait, aujourd'hui, Anthony est avec moi pour expliquer un peu comment son parcours de volontariat l'a mené vers des choix professionnels qui s'éloignent de son parcours scolaire initial, tout simplement. Il a découvert le volontariat grâce à l'émission en service civique à DICHAP. On peut passer à la slide suivante, Loïs, si tu peux, merci. Donc, oui, on a voulu partager un petit dessin, je ne sais pas si c'est assez clair, mais en gros, pour montrer en image le parcours d'Anthony. Donc, il a commencé à Adichat, qui est une association implantée en sud de Gironde de l'Union Rempart, par des missions en service civique. Et ensuite, il était réorienté vers Concordia Aquitaine, toujours en Gironde, pour développer son projet de mobilité, de volontariat en Croatie. Donc, il a pu partir en Croatie grâce à l'accompagnement de Concordia Aquitaine et réaliser son projet de corps européen de solidarité pendant 6 mois. À son retour, il a compris les envies et les besoins dans les milieux professionnels et s'est réorienté grâce à l'accompagnement toujours de Concordia Aquitaine et d'Adichat à nouveau, puisqu'il va entreprendre une formation BAFA que l'Union Rempart réalise justement au niveau de la Nouvelle-Aquitaine et aussi au niveau national. Donc, je ne veux pas prendre plus de temps parce que c'est plus important de laisser la parole aux personnes qui ont vécu directement ces expériences. Donc, je vais un peu aider Anthony dans cette interview. Et justement, Anthony, est-ce que tu pourras nous dire d'où tu viens
Et comment tu as découvert les missions de volontariat à Adichat, tout d'abord? Alors, à la base, moi, je suis d'un parcours d'études scientifiques. Donc, je viens vraiment pas du milieu volontaire au départ. J'ai commencé par un DUT de mesures physiques, puis ensuite, j'ai fait des formations dans le nucléaire. Donc, vraiment, pas du tout, pas grand-chose à voir. Bon, il se trouve que mon parcours était finalement assez accidenté et j'ai peut-être pas eu la reconnaissance que je voulais dans ce domaine-là. Du coup, j'ai commencé. Alors du coup, je suis parti un peu par hasard au départ dans le milieu du volontariat. Dans un premier lieu avec Adichat. Alors j'ai été par le biais de la Ligue de l'enseignement. J'ai été sur des missions notamment de promotion de la biodiversité pour un public local en Sud-Gironde. Voilà. Et donc, j'ai fait différentes missions. Je pourrais vous les détailler peut-être un peu plus tard, je ne sais pas. Et est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que tu as appris pendant ces missions de volontariat, les savoir-faire et les compétences que tu as développées? Alors, dans les compétences, alors, dans toutes ces missions de volontariat, Ouais. Ouais. Alors, tout d'abord, j'ai obtenu des compétences d'abord dans la création de projets de type outils pédagogiques. Notamment, j'ai fait différents outils comme, alors je prends des choses comme des cartes fleurs ou des cartes insectes sur le modèle des cartes Pokémon pour familiariser les enfants au principe de la biodiversité. Et ensuite, je vous ai juste amené un petit support. C'est un jeu de société que j'ai créé là-bas durant le confinement qui s'appelle le jeu des abeilles sur le modèle du jeu de loi. Alors du coup, je vais vous présenter quelques petits trucs de ce jeu. Je ne sais pas si je peux vous présenter. Donc ça, c'est le plateau du jeu de loi, enfin du jeu des abeilles, on appelle ça. Donc c'est un jeu qui a été qui est un peu sur le même modèle que le jeu de loi. C'est pour ça que j'en parle comme ça. Et dont le but est d'arriver à la fin en gagnant des cartes abeilles qu'on peut avoir notamment par des quiz sur la pollinisation et les abeilles en général. C'est pour sensibiliser les gens, que ce soit des adultes ou des enfants, au principe de la biodiversité. Et après cette expérience de volontariat, est-ce que tu peux rappeler aussi l'année? Alors oui, Adichat, c'était en 2019-2020. Donc voilà. À la fin de alors ça a duré 8 mois. J'ai fini vers le 30 juin environ. Et ensuite, alors du coup, fort de cette nouvelle expérience, j'étais un peu au départ un peu confus parce que je m'étais dit, oui, au départ, c'était vraiment quelque chose de peut-être temporaire. Je ne savais pas trop que le service civique allait devenir peut-être quelque chose de plus important. Du coup, je savais pas trop. J'ai d'abord recherché des emplois dans ma branche, mais j'avais cette idée quand même de peut-être revenir dans ces domaines-là. Et j'avais un rêve que j'avais durant mes études de faire une expérience à l'étranger, notamment donc voilà, faire une expérience à l'étranger. Et je me suis dit, pourquoi pas utiliser cette expérience pour faire un volontariat. Donc, j'ai trouvé Concordia qui n'était pas très loin de chez moi et du coup, qui m'a proposé de m'accompagner dans mon voyage en Croatie, à l'est de la Croatie, dans une ville qui s'appelle Osijek, en partenariat avec l'association Proni, qui est une association croate. Donc voilà. Je sais pas si... Et pendant ton volontariat donc en Croatie, quel savoir-faire tu as pu développer ou que tu avais déjà développé à Adichat et que tu as pu mettre en place et réaliser davantage dans ces missions en Croatie? Okay. Alors, j'ai juste rapidement faire les petites missions de ce que j'ai fait en volontariat en Croatie. Donc, j'avais en gros 3 missions principales. Là, c'était la promotion du développement durable, vraiment ma mission principale. Après, il y avait tout ce qui était promotion de la mobilité au sens volontariat à l'étranger. Et ensuite, il y avait une partie que j'adorais, qui était un peu à part, qui était l'enseignement du français. Donc, j'ai commencé à avoir en fait, à la fin de ce volontariat, j'ai développé pas mal de compétences, notamment dans l'animation
En fait, par rapport à Dichatz, je suis passé en fait de l'arrière de la scène à l'avant de la scène, puisqu'en fait, avant, je créais des outils pédagogiques qui n'étaient pas forcément animés par moi-même, à l'animation, je suis passé devant en fait. Et finalement, du coup, j'ai fait des outils comme la fresque du climat, etc. Tout ce qui est enseignement au niveau enseignement des langues, j'ai énormément amélioré mon anglais, en fait, ma pratique de l'anglais. Et j'ai également eu des bases de croate. Je trouve ça trop bien, en fait, c'est super. Si un jour j'ai envie, je reviendrai là-bas pour me perfectionner. Ouais. Super. Et à ton retour donc en Croatie Alors, encore plus confus, mais j'ai finalement fait un petit métier au départ qui j'étais pas sûr vraiment de vouloir continuer en milieu scientifique. Et puis, en fait, ça n'a pas marché. Du coup, ça m'a confirmé dans mon idée que, en fait, ce qui marchait le mieux chez moi, c'était le milieu associatif. Et donc, voilà. J'ai commencé avec moi, maintenant, en fait, je suis un bénévole pleinement engagé à Concordia. Dans cette optique, j'anime un café des langues, donc un café où on pratique différentes langues pour s'améliorer. Et mon projet, c'est de faire un BAFA et peut-être un peu plus loin, après, faire un BPGEPS, choisir tout. Voilà. Et quelle structure aujourd'hui t'accompagne dans cette démarche justement de professionnalisation dans les milieux associatifs ou dans les démarches aussi auprès des structures pour un futur emploi? Alors, donc vraiment, là, c'est Concordia, du coup. En fait, je suis très lié à Gaëlle, qui est une des salariés de Concordia, qui m'aide en fait dans cette formation, à obtenir un BAFA. Et après, donc, ça me permettra d'être plus assuré pour ensuite faire un BPGEPS. Enfin, j'ai le projet de faire une démarche de DUFLE. Alors, j'explique ce que c'est. C'est donc un diplôme universitaire à distance de français langue étrangère. Ensuite, revenir pour combiner en fait l'animation que j'aurai du BPGEPS avec l'enseignement du français et peut-être repartir à l'étranger. Super. Merci Anthony pour ton témoignage. Si on a le temps de prendre quelques questions, n'hésitez pas, Philippe, tu nous dis. Oui, merci beaucoup Alessandra, merci beaucoup Anthony pour ce beau témoignage, ce beau parcours, vraiment qui montre aussi à quel point justement il y a des passerelles entre les membres du réseau Cotrao et leurs propositions respectives. Donc c'est un très joli témoignage. Si vous avez des questions, une petite question, si vous en avez une, n'hésitez pas à la mettre sur le fil de discussion ou directement la poser à Alessandra et Anthony. Oui, justement, je vois dans les fils de discussion Drages, Pi et J. Ne pas retenir que le CES permet d'enseigner que les langues. Oui, bien sûr. Donc, Anthony a bien montré que grâce à son parcours de volontariat, que ce soit chez Abichat ou que ce soit en Croatie, il a pu développer en effet des compétences en communication, en animation, et donc tous les métiers liés finalement à l'animation socioculturelle pour travailler dans les milieux associatifs. Et ça l'a réorienté vers un projet professionnel différent que son parcours de base, en fait. Peut-être si je peux rajouter un petit truc. Donc, en fait, oui, effectivement, je sais très bien que le CES, c'est pas du tout l'enseignement des langues. J'ai découvert, en fait, en faisant des cours gratuitement, en fait, c'est vraiment des cours de volontaires, donc c'est vraiment gratuit et sur une base, voilà. Que c'était une expérience qui m'avait beaucoup plu. Après, je sais que ce sera une autre paire de manches, mais c'est vraiment ce qui m'a vraiment motivé sur un temps assez long, du coup, surtout mon volontariat. Donc, voilà, je pense que c'est vers là que j'ai envie de tourner. C'est tout ce qu'on te souhaite, Anthony. En tout cas, merci beaucoup à vous deux pour ce beau témoignage, en tout cas. On va passer à un autre témoignage, celui de Faustine, chargée de développement de Concordia en centre Val-de-Loire, et qui va vous présenter un peu son parcours également. Je te laisse la main, Faustine. Est-ce que vous m'entendez? On t'entend. Super. Bonjour tout le monde. Donc, je me présente, je m'appelle Faustine Justier. Je vais faire le lien avec ce qui a été dit avec Anthony. Donc, c'est assez similaire en fait comme témoignage.
En effet, je suis actuellement chargée de développement de projets au sein de l'association Concordia. Et je souhaitais aussi parler de mon expérience dans la découverte du secteur associatif via le service civique également. Le service civique reste quand même un bon moyen pour moi d'acquérir des nouvelles compétences, des savoir-être, mais aussi des savoir-faire qui sont tout à fait valorisables sur un CV. Une petite présentation de Concordia. Concordia, concrètement, c'est une association à but non lucratif qui existe depuis 70 ans à la suite de la Seconde Guerre mondiale dans le but de promouvoir la tolérance et la paix. Et on œuvre encore aujourd'hui à défendre ces valeurs. Le siège national est à Paris et nous sommes répartis dans 11 délégations régionales, dont un Centre Val-de-Loire où je travaille. Voilà, nous travaillons avec plusieurs partenaires nationaux et internationaux via le réseau Co-Travaux et Alliances notamment. Et nos projets sont de thématiques variées et se tiennent tout au long de l'année en France et à travers le monde, que ce soit rénover une église en Auvergne avec des bénévoles internationaux, partir pour 6 mois dans une association en Croatie par exemple lors d'un corps européen de solidarité, de participer à une formation Erasmus+ sur l'égalité des sexes, de promouvoir le SS en France via le service civique ou donner des cours d'anglais au Kenya. Bref, tout est possible avec Concordia. Voilà. Concernant mon témoignage, on peut voir une diapo suivante. Ouais, mais, non, avant, peut-être d'avant. Ouais. Ah, il n'y en a pas. Moi, j'avais une présentation de Concordia, la délégation Concordia Centre Val-de-Loire. Ce n'est pas grave. Bon, c'est pas grave. Alors, concernant mon témoignage, j'ai un profil assez atypique comme Anthony. Moi, j'ai attendu 25 ans pour faire un service civique, ce qui est plutôt âgé pour faire un service civique. Et j'ai un diplôme de pharmacien industriel, rien à voir. Mais suite à mon diplôme, j'avais envie de changer d'air et de découvrir d'autres domaines, notamment l'environnement. Donc, j'ai découvert une mission en service civique qui s'appelait Youth Volunteer for Climate. Et donc, j'ai découvert cette mission via la plateforme service civique et j'ai également aussi pu connaître Concordia. Et c'est comme ça que je suis arrivée dans l'association fin 2020. Donc, c'est une mission qui a duré 9 mois, qui consistait en binôme à développer des animations de sensibilisation en faveur de l'action climatique auprès des jeunes de la région. Donc, c'est mieux des jeunes qui parlent à d'autres jeunes. Donc, dans la délégation Centre Val-de-Loire, nous étions les premières volontaires en service civique de cette délégation et il fallait tout créer. Donc, on est une délégation aussi qui est assez récente. On est là depuis 2018, donc il fallait qu'on soit aussi visible dans la région Centre Val-de-Loire. Et concernant nos missions, on n'était pas non plus des expertes du climat et on a dû se former dans le tas pour développer et communiquer et animer des activités. Donc, pareil, on s'est formé à la fresque du climat, inventons nos bas carbone, enfin plein d'outils d'éducation populaire. Et même si j'ai eu des compétences transversales suite à mes anciennes expériences, j'ai quand même découvert beaucoup d'outils dans mon volontariat et notamment de communication et que j'ai apprécié notamment à mettre en œuvre pour le projet Youth Volunteer for Climate, qui m'ont permis par la suite de créer des échanges, d'organiser des animations ludiques, interactives dans des structures de jeunesse. Donc ce volontariat, j'ai beaucoup gagné en aisance sociale, en confiance en moi aussi et beaucoup en autonomie. Et en fait, je me suis rendu compte après 6 mois que j'avais plutôt envie d'avoir un métier qui a du sens et un impact. Et donc, ça m'avait apporté que du positif, ce service civique. Et je me suis dit, à la fin de mon volontariat, peut-être que je prolongerai peut-être mon engagement suite à ça. Pourquoi pas faire un CES. Et par chance, la délégation a créé un nouveau poste de chargé de développement dans le but de renforcer les projets d'accueil de volontaires service civique
dans ce domaine de l'environnement. Et je me suis dit pourquoi pas moi. Et je me suis retrouvée chargée de développement depuis 2021. Donc, ça va faire plus d'1 an et demi que j'accueille des volontaires en service civique. J'aime faire partager et transmettre mes connaissances, faire naître des vocations comme moi ou comme Anthony et la passion. Voilà. Diapo suivant, s'il te plaît. Pour ce qui est des formations que j'ai pu faire, enfin tout ce que des missions, des activités que j'ai pu faire pendant mon volontariat chargé de dev. Alors j'ai choisi de mettre une roue de la loterie car je n'ai pas encore fait le tour de ce que Concordia proposait, mais j'ai fait quand même beaucoup de choses depuis mon volontariat. Donc, en effet, aussi, j'ai profité de ce volontariat pour faire quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant, c'était être animatrice d'un chantier international d'été. Donc, pour cela, je me suis quand même formée pendant une semaine avec des bénévoles de Concordia qu'on propose au long de l'année. Et c'était une belle expérience. En tout cas, j'ai vécu 2 semaines assez intenses. C'était un chantier land art à Orléans. Là aussi, de vivre en communauté avec un grand groupe, c'était tout nouveau pour moi. Et j'ai également aussi amélioré mon anglais grâce au chantier. Donc, c'est vrai que ce métier de chargé de développement, c'est assez polyvalent et très formateur pour une première expérience dans le secteur associatif, que ce soit dans la gestion de projet, la communication, l'animation, l'accompagnement des volontaires. Donc voilà, en tant que tutrice service civique, j'organise également et anime des formations civiques et citoyennes. Et tout ça, j'ai beaucoup appris sur le tas grâce aux formations tuteurs service civique qui sont organisées par différentes associations d'eau pour travaux. Il y a aussi les formations tuteurs CES que je participe. Et voilà, je me forme encore sur des sujets et j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Donc voilà, je n'ai pas encore fait vite le tour de mon poste et ce que Concordia propose. Et voilà, je voulais vous parler un peu de ce que j'avais pu faire pendant mon volontariat. Et ça a eu vraiment un impact dans ma vie personnelle et professionnelle. Pour moi, je le considère vraiment comme un tremplin et qu'il ne faut surtout pas mettre, en tout cas, les compétences qu'on a pu acquérir dans notre volontariat pour une future expérience professionnelle. Merci beaucoup, Faustine, pour ce beau témoignage pareil et ce beau parcours aussi qui t'amène aujourd'hui à ce poste de chargé de développement en Centre-Val de Loire chez Concordia et avec de belles missions encore qui t'attendent également. Donc bravo pour ton parcours. Est-ce que vous avez des questions à poser à Faustine? N'hésitez pas sur le fil de discussion pour les plus timides d'entre vous ou directement à l'oral. Si vous en avez, n'hésitez pas. Eh bien, en tout cas, n'hésitez pas. On a encore une petite session en toute fin de journée pour des questions. Si vous en avez, n'hésitez pas. Sinon, vous aurez de toute façon les contacts de Faustine. Ils sont affichés. On vous enverra les supports de présentation et vous pourrez la contacter directement si vous souhaitez monter, par exemple, un projet en Centre-Val-de-Loire. N'hésitez pas à vous tourner vers elle. Merci beaucoup, Faustine. On va passer à la dernière présentation de cette session avec Christelle Saor, chargée de mission pour la CORAC, et Adeline, animatrice, qui va nous partager également, je pense, son parcours. À vous. Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, en effet, je suis Christelle Saor, chargée de mission de la CORAC. Donc, c'est la Commission régionale des associations de chantier dans la région PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc, en PACA, pour faire court, il y a 12 associations et qui se sont rassemblées en fait en 89, donc il y a plus de 30 ans, à travers la CORAC, donc qui réunit les 12 associations organisatrices et qui permet de proposer des formations, la valorisation des chantiers et puis les autres formes d'engagement, mais principalement quand même les chantiers de bénévoles dans la région PACA. Donc, on a un site internet www.corac.fr
où on peut retrouver la programmation des chantiers dans la région et les formations et les offres d'emploi dont nous allons parler. Voilà, j'imagine qu'après aussi, Philippe, tu pourras parler des outils de communication des autres associations. Voilà, nous, on essaie de faire le relais aussi pour le national. Donc, j'invite Adeline à nous parler effectivement de son parcours. Nous, on voulait mettre en lumière les métiers de l'animation parce qu'on recherche chaque année, donc en PACAM et dans toute la France aussi, recherche pour ces équipes d'animation. Donc, voilà, on voulait valoriser à travers le témoignage d'Adeline ces métiers de l'animation et puis vous en donner plus d'informations à ce sujet. Ok, merci Christelle, bonjour à tous. Petit témoignage voilà, pour les chantiers internationaux que j'ai pu réaliser. Donc moi, j'en ai réalisé 2 au sein de l'association Les Villages des Jeunes. Donc en tant qu'animatrice, j'avais 2 missions principales. Donc c'était organiser la vie sur le camp et faire vivre le groupe. Donc pour ce qui est d'organiser la vie sur le camp, donc voilà, organiser, gérer la vie sur le camping. Donc il s'agit d'organiser les courses, les repas, faire en sorte que le camp est propre et respecter les règles de vie sur le camp. Donc plutôt une partie organisationnelle, mais qui fait partie du métier de l'animation quand on part sur des séjours, enfin quand on est sur un lieu d'hébergement, lieu de vie. Et puis la deuxième partie, donc plus animation, donc un peu différente par rapport à moi, mes différentes expériences dans l'animation où j'étais plutôt avec des mineurs. Là, pour le coup, j'étais donc avec des majeurs. Donc, c'est pas de l'animation, on va dire, pure et dure comme j'avais pu le faire avant. Là, mon rôle, c'était plutôt d'être moteur pour lancer une dynamique de groupe. Donc, proposer des sorties, d'aller se baigner en rivière, de faire une rando, d'aller à la fête du village ou faire des jeux de société. Donc l'idée, c'était vraiment de vivre, voilà, de lancer une dynamique. Ce que je trouvais intéressant, c'était que il y a moins de pression à l'animation, comme dans certaines structures, l'animation, c'est aussi un peu de la consommation. Donc, en fait, voilà, les jeunes, ils vont venir parce qu'il y a un programme d'activité qui est présenté. Et du coup, en tant qu'animateur, on va devoir proposer ces activités. Là, on était vraiment sur plutôt lancer une dynamique. Donc, je pense que c'est un peu différent du métier d'animation, peut-être sur des centres de loisirs ou des choses comme ça. Donc, c'est vraiment lancer une dynamique. Et donc, mon rôle, c'était voilà, faire vivre le groupe, faire connaissance, en fait, donc proposer des petits outils d'animation quand même pour que les jeunes puissent faire connaissance, d'autant que ils avaient presque tous une langue différente, donc il fallait bien faciliter un peu ces échanges. Et je trouve que finalement, l'animation dans le sens de ces chantiers internationaux, ça avait plus de sens parce qu'on est vraiment sur proposer des activités voilà, pour faire connaissance et pour créer une dynamique de groupe. Et je dirais que pour des jeunes que vous pouvez rencontrer en tant que conseiller, ce qui peut être chouette dans ce type d'animation, commencer à faire de l'animation avec ces chantiers, c'est qu'il n'y a peut-être pas besoin d'animation, enfin de compétences techniques vraiment pures dans l'animation, mais il faut surtout être une personne motrice et hyper dynamique. Donc, c'est plutôt des savoir-être, je dirais, qu'il faut mobiliser, savoir être en capacité d'aller vers l'autre, de ne pas avoir peur d'aller échanger. Et on n'est pas forcément dans, là pour le coup, le savoir-faire, donc animer des ateliers ou des jeux, c'est peut-être pas forcément ce qui est attendu sur ce genre de chantier, puisque ce sont des jeunes majeurs. Et par contre, peut-être la difficulté pour les jeunes que vous pouvez rencontrer, ça serait d'être en capacité. Ça dépend de l'âge qu'ont les jeunes qui sont animateurs. Moi, j'avais 31 ans et donc les jeunes étaient un petit peu en dessous de ma tranche d'âge, mais quand même. Mais du coup, pour des jeunes qui se lancent dans l'animation, la difficulté, c'est peut-être de savoir prendre ses responsabilités, savoir veiller sur le groupe en gardant une distance. Pour anecdote, moi, on a emmené les jeunes
faire la fête au village. Enfin, ils ont d'abord été bénévoles et après, l'idée pour les remercier d'avoir aidé à installer la fête dans le village était qu'ils puissent avoir quelques bières gratos. Et donc, voilà, en tant qu'animatrice, c'était aussi de pouvoir gérer un petit peu voilà, la folie de tout ça. Et puis veiller à voilà, à pas se laisser embarquer dans la fiesta. Donc, en tout cas, pour des jeunes animateurs, savoir voilà, être en capacité d'avoir des responsabilités sur le groupe. Et sinon, en termes d'acquis, moi, j'avais déjà beaucoup fait d'animation. Mais c'est vrai que j'avais jamais vraiment travaillé avec des majeurs et du coup, ça fait vraiment la différence, je trouve. Donc en termes d'acquis, j'ai clairement amélioré mon anglais. Ça, je pense que c'est peu importe le, le rôle qu'on a, qu'on soit bénévole, salarié ou voilà, dès qu'on se retrouve avec des étrangers, il faut bien retravailler un petit peu l'anglais. Et puis, le deuxième acquis, à la différence de mes autres expériences dans l'animation, c'était vraiment veiller à ce que chaque bénévole, enfin chaque volontaire devienne vraiment acteur de son séjour. Donc, en plus d'être dans le travail à la journée sur le chantier, c'était aussi de pouvoir être autonome et de créer une responsabilité collective sur le campement avec voilà, tout ce qui concerne l'organisation du séjour avec les courses, voilà, préposer des menus et réussir à vivre ensemble. Notamment sur le deuxième séjour, on était sur un campement, on va dire un peu à la dure. On était en toilette sèche, en douche solaire. Enfin, du coup, c'était assez nouveau pour tous ces jeunes et donc il fallait essayer de penser aussi toute l'organisation autour de ça. Donc voilà un petit peu moi pour mon expérience en tant qu'animatrice et je pense que ça peut être une très chouette expérience pour des jeunes qui aimeraient se lancer dans l'animation ou pas forcément se lancer mais voilà qui aimeraient expérimenter l'animation sous une autre forme je dirais que on va dire dans des centres de loisirs ou des séjours de vacances enfin colonies qu'on a plus l'habitude de voir quand on fait de l'animation auprès des jeunes quoi. Donc, voilà. Très bien, merci Aline. Moi, je pense que je n'ai plus de questions. Je pense que ton témoignage était bien complet, mais n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, et à nous joindre aussi si vous voulez en savoir plus sur les métiers d'animation et d'encadrement. Voilà, n'hésitez pas, voilà, mes contacts et les autres aussi délégations de co-travaux. Merci beaucoup Christelle et Adeline. Et en effet, c'est vrai que souvent l'animation est une autre forme d'engagement, mais souvent ça fait partie aussi du cursus des différents parcours d'engagement. Donc c'est une belle chose à valoriser également pour les plus jeunes. Et on sait que en ce moment, on a quand même une petite crise au niveau de l'animation également. Donc il faut aussi pouvoir valoriser ces parcours autour de l'animation. Et avec ton joli témoignage, Adeline, ça nous ouvre également des perspectives dans ce sens-là. Donc, n'hésitez pas à revenir aussi vers nous si vous avez des jeunes que vous suivez, que vous accompagnez, qui sont en projet, qui ont la volonté aussi d'avoir ce type d'engagement autour de l'animation. Et on vous donnera également les contacts de nos associations membres qui sont toujours à la recherche d'équipes d'encadrement et d'animation. N'hésitez pas. Est-ce que, Christelle, tu lèves la main? Oui, juste pour compléter ce que tu dis, effectivement, c'est un engagement bénévole et aussi un engagement salarial, puisqu'on a des offres d'animation qui sont tenues par les bénévoles et d'autres où on propose un salaire. Donc, on a vraiment les deux types et puis même différents types de propositions d'animation. En effet. Vous pourrez retrouver d'ailleurs les offres, les offres de la CORAC sur leur site corac.fr et sur tous les sites également des associations membres du réseau. Est-ce que au niveau de l'assistance, de l'audience, vous avez une question peut-être à poser à Christelle et à Adeline avant qu'on passe à la prochaine session? N'hésitez pas via le fil de discussion ou en prenant directement la main à l'oral. Eh bien, pas de questions. Donc, écoutez, je vous remercie
toutes et tous pour cette heure passée autour des savoir-faire.